C'est un réel plaisir de vous savoir au rendez-vous de ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous. On démarre tout de suite avec le sommaire. Le Gabon, nouveau membre de l'OPEP, Libreville réintègre l'Organisation des pays producteurs de pétrole après 21 ans d'absence. Les vêtements et chaussures de seconde main ont la vie dure au Rwanda. Les taxes d'importation ont été multipliées par 10 dans le pays. Enfin, les couturiers camerounais font de bonnes affaires en cette fin du mois de jeûne de Ramadan. Le constat de notre correspondant Narcisse Oum dans un instant. Le Gabon est à nouveau membre de l'Organisation des pays producteurs de pétrole OPEP. Ce retour de Libreville au sein de l'organisation intervient dans un contexte où le cartel tente de s'accorder sur la stratégie à suivre afin de soutenir le cours du baril sur les marchés internationaux. Le Gabon, il faut le souligner, tire un tiers de ses recettes publiques consolidées et 2 tiers de ses recettes d'exportation du pétrole. Sa production de l'ordre de 200 à 240 000 barils par jour est en recul cependant ces dernières années après avoir atteint plus de 350 000 barils dans les années 1990. Rappelons aussi que Libreville avait quitté l'organisation en 1995 suite au refus de cette dernière de réduire le montant de la contribution annuelle du Gabon. Le pays est aujourd'hui le 14e État membre de l'OPEP qui compte également parmi ses membres la Libye, l'Angola et le Nigeria pour ne citer que ces pays africains. Parlant toujours de l'OPEP, sachez que la production de pétrole de ces pays membres est montée à 32,82 millions de barils par jour le mois dernier contre 32,57 millions de barils par jour au mois de mai. C'est en tout cas ce qui ressort d'une enquête réalisée par Reuters, enquête qui explique que cette augmentation a été favorisée par la remontée progressive de la production nigériane et par une hausse de la production de l'Iran et de l'Arabie Saoudite. Cette augmentation a aussi favorisé la récente hausse du prix du baril de pétrole à $50. Selon Reuters, la demande pourrait cependant dépasser l'offre dans les prochains mois si l'OPEP ne produit pas plus. Les autorités nigérianes rassurent néanmoins que la production va remonter très vite, ce qui pourrait entraîner des niveaux de production globaux suffisamment importants pour répondre bien sûr à la demande dans les prochains mois donc. Le Rwanda, je le disais en titre, a multiplié par 10 sa taxe d'importation sur les vêtements et chaussures de seconde main. Cette mesure qui vise à stimuler l'industrie textile locale est très critiquée par une partie de la population qui s'habille justement avec les vêtements d'occasion provenant essentiellement d'Europe et d'Amérique du Nord. La réforme vise à stimuler l'industrie textile locale. La taxe sur le kilo de vêtements et de chaussures était de 0,2 $, mais avec cette mesure, elle passe désormais à 2,5 $ pour les vêtements et 5 $ pour les chaussures. Des changements qui ne sont pas du goût des acteurs du business des vêtements d'occasion. Pour nous, ça va être compliqué. Je vais avoir du mal à habiller mes enfants, les nourrir. On préférait que ça ne change pas. Pour moi, cette décision n'avantage que les riches. Ils ne pensent pas aux gens de la classe moyenne. Ça va être difficile. Je gagne ma vie grâce à ce travail. Ça va me poser des problèmes. Et tous les Rwandais qui travaillent dans le domaine vont avoir beaucoup de difficultés à survivre. Mais si la mesure passe mal auprès de la population, d'aucuns y voient plutôt une façon de booster le chiffre d'affaires des entreprises locales.
Bien sûr, nous produisons plus parce que la demande va augmenter. Les gens veulent s'habiller. Et si les impôts sur les vêtements d'occasion augmentent, les gens vont arrêter de les acheter. En 2015, les importations de vêtements de seconde main ont compté pour un quart des 125 millions de dollars d'importation de textiles. Il s'agit donc d'un marché juteux favorable à une concurrence qui a complètement tué l'industrie textile des pays en voie de développement. En février dernier, lors d'une réunion à Arusha en Tanzanie, les chefs d'État membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est s'étaient accordés pour bannir totalement les vêtements d'occasion dans leurs pays respectifs d'ici 2019. Comment résoudre la triple équation financement-fiscalité et foncier qui entrave les initiatives des promoteurs et constructeurs immobiliers en Côte d'Ivoire, en vue notamment d'offrir des logements à moindre coût à une plus grande partie de la population? Telle est la problématique au centre des réflexions qui ont meublé le premier forum international du logement social économique et du stand-in qui a réuni à Abidjan, en Côte d'Ivoire donc, des experts venus entre autres du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, du Cameroun, des États-Unis, de la France et aussi de l'Iran. On fait le point avec notre correspondant sur place, Chris Paterne à Sémia. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, abrite le premier forum international du logement social, économique et du standing. 4 jours d'échanges et de discussions pour des solutions innovantes en matière de politique d'habitat en Côte d'Ivoire. Ce forum-là va créer justement un cadre, une plateforme de négociation, de sorte que ce ne soit pas un forum de trop. Tous les acteurs qui sont là, notamment les investisseurs qui sont venus un peu partout, pour pouvoir, avec nous, trouver une solution pour que les Ivoiriens puissent être logés. La première édition du Forum international du logement social, économique et standing Philos a ouvert ses portes le 28 juin à la Kestab à Abidjan en présence du ministre de l'Habitat et du logement social Niamey Konan, le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique Sidi Touré et les conseillers techniques du président de la République chargé de la jeunesse et des sports Mamadou Touré. Tous ont exprimé leur optimisme quant à la possibilité de trouver des solutions aux questions de financement, de fiscalité et de foncier. Comme vous le savez, on dit quand le bâtiment va, tout va. Et donc la Côte d'Ivoire a un gap, un manque de logements, de 4 000 voire 5 000 logements. Et chaque année, ce déficit-là s'accroît. Donc il est question pour nous de faire un focus sur cette préoccupation sociale parce que se loger est une préoccupation d'abord sociale. La première édition du Philos a enregistré la participation de plus de 1500 visiteurs venus de la Côte d'Ivoire et de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie. La prochaine édition est attendue pour 2017 à Abidjan. Intéressons-nous maintenant à l'Aïd el-Fitr, cette fête qui marque la fin du mois de jeûne chez les fidèles musulmans. Elle offre aux couturiers l'opportunité de faire de bonnes affaires. En témoigne ce reportage que nous propose notre correspondant au Cameroun, Nassis Ouma. À quelques jours de la fête de Ramadan, communément appelée Selifitini, les préparatifs vont bon train dans ce quartier de Newbel de Douala. La phase de couture des habits neufs pour celles qui en ont les moyens reste incontournable mais aléatoire. Cette année, les ateliers de la ville de Douala font face à une affluence. Pour cette fête, j'ai embauché les gens pour travailler avec moi parce que j'ai beaucoup de commandes cette année. L'année passée, ce n'était pas comme l'année-ci, parce que l'année-ci, on a eu beaucoup de commandes par rapport à l'année de 2015. Quelques commerçants des boutiques de prêt-à-porter ne sont pas en reste. Tout n'est pas bien, tous les clients n'ont pas de commandes déjà. Les femmes mariées et les jeunes filles assiègent en ce moment les maîtres des ciseaux. La fête de Ramadan, dans la compréhension de la majorité d'entre elles, serait incomplète sans une tenue spécialement cousue pour l'occasion. Bon, on a acheté des habits, des vêtements, des bazins, des pagnes pour coudre et on a amené chez les couturiers. Les élégantes ont déposé leurs coupons de tissu ou les pièces 3 pagnes depuis les premiers jours du mois de carême. Mais les prix de confection des modèles varient selon les capacités financières de la clientèle. Bon, une tenue comme ça, là, on peut coudre ça à 10 000, 15 000 même, ça dépend quoi.
Le fait marquant de ce mois de jeûne traduit l'impact de la crise sur les budgets des familles. Journal de l'économie, intéressons-nous aux matières premières agricoles. La semaine écoulée, le café et le sucre ont par exemple été portés par la hausse des prévisions de déficit, tandis que le cacao a évolué au gré du marché des devises dans le sillage bien sûr du Brexit. Voici pour plus de détails l'évolution des cours de ces matières premières agricoles. Reportage signé Emmanuel Crépy. Les cours du café ont nettement rebondi cette semaine, soutenus par des prévisions de récolte moins abondantes que prévues au Brésil, premier producteur de grains noirs au monde. Selon des analystes du marché, la perspective d'une récolte de café plus élevée au Brésil suggère que les prix de l'arabica seront en baisse dans les prochains mois. Il table sur une chute du prix de l'arabica à 125 cents la livre au quatrième trimestre de 2016. Vendredi, sur le livre de Londres, la tonne de Robusta pour livraison en septembre valait 1727 $ à 11h40 GMT contre 1674 $ le vendredi précédent à 12h GMT. Sur l'IC Future US de New York, la livre d'Arabica pour livraison en septembre valait 145,35 cents contre 137,65 cents 7 jours auparavant. À l'image du café, les prix du sucre ont continué à bénéficier cette semaine des fortes pluies qui ont retardé la récolte et le processus de transformation de la canne à sucre au Brésil. Le sucre a bondi de 36% depuis le début du troisième trimestre et d'après des analystes du marché, cela signifie que le prix du sucre semble sur le point d'atteindre son augmentation trimestrielle la plus marquée depuis fin 2010. Vendredi à Londres, la tonne de sucre blanc pour livraison en octobre valait 561,70 $ contre 526,40 $ le vendredi précédent, mais pour livraison en août. À New York, la livre de sucre brut pour livraison en octobre valait 20,77 cents contre 18,66 cents 7 jours auparavant. Les cours du cacao ont suivi des trajectoires divergentes à Londres et à New York cette semaine, ballottées au gré des fluctuations sur les marchés d'échange après le vote du Royaume-Uni en faveur d'une sortie de l'Union européenne. Les cours ont fortement progressé lundi à Londres, alors que la livre britannique signait un niveau plus bas face à l'euro dans le sillage du Brexit, rendant ainsi les achats de fèves brunes dans cette devise plus attractifs. À New York, les cours ont progressé jusqu'à mercredi avant de tomber jeudi à 20,94 cents sur fond de nette appréciation du dollar qui a rendu les achats de cacao en biais vert moins avantageux. Vendredi à Londres, la tonne de cacao pour livraison en septembre valait 2351 livres sterling contre 2326 livres sterling le vendredi précédent. À New York, la tonne pour livraison en septembre valait 2979 $ contre 3046 $ 7 jours plus tôt. C'était là l'évolution des cours des matières premières agricoles signé Emmanuel Crépy. Emmanuel, que vous allez retrouver demain sur ce plateau dans un nouveau numéro du Journal de l'économie. Quant à moi, je vous dis merci de m'avoir reçu chez vous et à bientôt.